Chapitre 1 Fondation. Truman Larson avait appris 3 choses au cours de ses 20 années dans les renseignements de l'armée. La patience gagne les guerres, l'information est l'arme ultime. Et les hommes mauvais croient toujours qu'ils sont intouchables. Jusqu'au moment où ils ne le sont plus, il avait quitté cette vie il y a 12 ans, échangeant les briefings classifiés et les déploiements à l'étranger contre une existence plus tranquille. En dirigeant Larson Security Consultants dans le centre-ville de Portland, l'entreprise se spécialisait dans l'évaluation des risques pour les entreprises et les enquêtes privées. Un travail légitime qui payait bien et lui permettait d'être à la maison pour le dîner la plupart des soirs. Sa pension militaire arrondissait les fins de mois et sa réputation de minutie fidélisait les clients. La maison modeste dans la banlieue de Beaverton reflétait ses priorités. Un bon district scolaire. Un quartier où les enfants jouaient encore dehors et assez d'espace pour l'atelier de poterie d'Amber. Sa femme, dans le garage converti, il l'avait acheté quand leur fille Karina avait 7 ans et les marques au crayon traçant sa croissance décoraient encore l'encadrement de la porte de la cuisine. « Papa, je sors ?» Karina appela depuis l'entrée ce vendredi soir. À 21 ans, elle avait hérité des traits frappants de sa mère et de la détermination obstinée de son père. Une combinaison qui la rendait redoutable quand elle se fixait un objectif. Truman leva les yeux de son ordinateur portable à la table de la cuisine. « Où ça ?» Groupe d'études chez Powell's. Puis peut-être un café avec des amis. Elle faisait une double majeure en sciences politiques et journalisme à l'université d'État de Portland. Sa fille voulait changer le monde et il ne doutait pas qu'elle y parviendrait. « Envoie-moi un message quand tu rentres. » Elle leva les yeux au ciel avec affection. Toujours, vieux, Amber émergea de son atelier, de l'argile encore sur les avant-bras. « Sois prudente, ma chérie. » Après le départ de Karina, Amber s'installa sur la chaise à côté de lui. « Tu travailles tard un vendredi ?» Vérification de casier pour un client. Le type embauche un directeur financier car il veut s'assurer qu'il n'y a pas de surprise. Il ferma l'ordinateur portable, mais ça peut attendre. Ils s'étaient rencontrés il y a 17 ans lors d'une exposition dans une galerie à Seattle. Elle exposait ses œuvres en céramique. Il était là parce que son unité était en ville pour une conférence. Et la femme de son commandant les avait tous traînés là. Amber Moreno expliquait l'inspiration derrière une série de vases à un critique d'art prétentieux et Truman l'avait regardé démonter avec grâce et fermeté les suppositions condescendantes de l'homme. Il avait été conquis avant même qu'il n'échange un mot. L'histoire de sa famille était compliquée. Ses parents avaient immigré du Mexique quand elle était bébé, mais son oncle maternel Bruno était resté en Sicile, d'où provenait la lignée Moreno. Bruno Moreno était une figure enveloppée de légendes familiales et de silence prudent, un homme dont l'entreprise d'import-export n'était jamais discutée en détail. Il avait visité 2 fois pendant le mariage de Truman, les 2 fois pour des mariages, et les 2 fois Truman avait noté le respect que les autres hommes lui montraient. « Tu penses à quelque chose ?» dit Amber, juste reconnaissant. Admit-il, « Nous avons construit quelque chose de bien ici. » Elle lui serra la main. « C'est vrai ?» Aucun d'eux ne savait que ce serait les derniers moments paisibles pour très longtemps. Chapitre 2. Brisé. L'appel arriva à 1h47. Truman tendait déjà la main vers son téléphone avant que ses yeux ne s'ouvrent complètement. Cet ancien instinct de combat reconnaissant l'heure erronée, la sonnerie erronée. Amber s'assit à côté de lui tandis qu'il répondait « Monsieur Larson, c'est le docteur Patel de l'hôpital Emmanuel. Votre fille Karina a été admise à notre service d'urgence il y a environ 40 minutes. Elle est stable, mais vous devriez venir immédiatement. » Le trajet vers le centre-ville fut un flou. Amber était assise rigide sur le siège passager, les mains serrées si fort que ses articulations étaient blanches. Truman garda sa voix stable tandis qu'il appelait Coleman Foster, son plus vieil ami et détective au sein de la police de Portland. « J'ai besoin que tu découvres ce qui s'est passé, » dit Truman. « Hôpital Emmanuel. Ils ont dit qu'elle est stable, mais c'est tout ce que je sais. »« Je m'en occupe, » dit Coleman immédiatement. « Je te rejoins là-bas ?» Les lumières fluorescentes de la salle d'attente des urgences faisaient ressembler tout le monde à des fantômes. Une infirmière les conduisit immédiatement à l'arrière. Jamais bon signe quand ils ne vous font pas attendre. Le docteur Patel les rencontra devant une chambre avec une expression douce que Truman reconnut, celle que les professionnels de la santé portent quand ils doivent délivrer de mauvaises nouvelles avec douceur. « Votre fille a été agressée plus tôt ce soir. Elle a une commotion cérébrale, le nez cassé, 3 côtes fendues, des ecchymoses étendues et des blessures défensives sur les bras. Nous avons complété un examen complet et recueilli des preuves. » Pour Truman cessa d'entendre les mots. Il était conscient de la main d'Amber serrant son bras, de la bouche du docteur Patel en mouvement.
Mais le rugissement dans ses oreilles noyait tout à travers la fenêtre. Il pouvait voir Karina allongée dans le lit d'hôpital, son beau visage une toile de pourpre et de noir, son œil gauche gonflé et fermé. « Pouvons-nous la voir ?» La voix d'Amber était à peine un murmure. À l'intérieur de la chambre, l'œil valide de Karina s'ouvrit quand ils entrèrent. « Maman, papa !» Sa lèvre fendue rendait la parole difficile. « Je vais bien ?» Amber craqua, des larmes prudentes coulant tandis qu'elle tenait la main de leur fille. Truman se tenait au chevet et pour la première fois de sa vie adulte, il se sentit vraiment impuissant. À Kandahar, à Bagdad, dans une douzaine d'autres trous à rats, il avait toujours su quoi faire, toujours eu une mission, une cible, un plan, mais debout ici, regardant sa file brisée, il sentit ce contrôle prudent qu'il avait passé des décennies à construire commencer à se fissurer. Qui a fait ça? Sa voix était étonnamment calme, la mâchoire de Karina se serra. Elle avait son obstination et il la vit décider de leur dire, malgré sa peur, « Stanford Phelps ». Le nom ne signifiait rien pour Truman, mais il apprendrait... Oh! Il apprendrait tout. Nous nous sommes rencontrés à une collecte de fonds le mois dernier pour le groupe de défense sur le campus. Il semblait charmant. Intéressé par la cause, il m'a invité à dîner ce soir, disant qu'il voulait discuter de financement. Elle s'arrêta, grimaçant. C'était censé être dans un restaurant du centre-ville. Mais il a changé d'endroit à la dernière minute, disant que le penthouse de son père avait une meilleure vue, une meilleure intimité pour discuter des dons. La main d'Amber se serra sur celle de Karina. Il voulait... La voix de Karina se brisa. Il a dit que passer la nuit avec lui était le prix pour son don. Quand j'ai refusé, quand j'ai essayé de partir, elle ne put finir. A-t-il... Truman ne put compléter la question. Non, j'ai lutté, j'ai crié, je me suis échappé avant. Un portier a entendu... a appelé le 911. Pour de bon, j'ai rencontré le sien. Mais papa, il n'avait pas peur. Pas même quand l'ambulance est arrivée. Il a juste souri et dit que son père s'en occuperait. Coleman arriva 20 minutes plus tard. Son insigne de détective accroché à sa ceinture et son expression sombre. Il avait été le colocataire de Truman à l'entraînement de base, avait été son témoin de mariage et était le parrain de Karina dans le couloir devant sa chambre. Il délivra la nouvelle que Truman avait déjà soupçonnée. Stanford Phelps, 26 ans, fils unique de Robert Phelps, promoteur immobilier valant plus de 2,58 milliards. Le gamin a un casier, mais rien qui n'ait jamais collé. 3 allégations d'agression antérieure. Toutes retirées, 2 conduites en état d'ivresse qui ont disparu. Une plainte pour agression sexuelle il y a 2 ans qui a été enterrée. Comment est-ce possible? Robert Phelps possède la moitié du conseil municipal, finance les campagnes du procureur et a assez d'avocats pour former leur propre cabinet. La voix de Coleman était tendue par la colère. Des officiers en uniforme ont répondu sur les lieux. L'avocat de Phelps était déjà las. Le temps que j'en entende parler et que je passe des appels, Stanford était libre. Pas d'arrestation, pas d'accusation portée. Le bureau du procureur appelle ça preuve insuffisante pour procéder. Ma fille est dans un lit d'hôpital avec le visage cassé. Je sais, et je te dis, true, c'est plus gros que ce que je peux toucher. La famille Phelps est protégée à des niveaux qui rendent mon insigne inutile. Truman resta très immobile. Alors, je m'en occupe. True, merci d'être venu, Coleman. Et d'avoir essayé, mais c'est une affaire de famille maintenant. Quelque chose dans son ton fit reculer Coleman. Ils se connaissaient depuis 30 ans, avaient vu le combat ensemble, avaient enterré des amis ensemble. Coleman reconnut ce ton. Ne fais rien qui m'oblige à t'arrêter. Tu ne le feras pas. Promis, Truman, tu ne trouveras rien pour m'arrêter. Il retourna dans la chambre de Karina. Elle dormait maintenant, médicamentée et épuisée. Amber se tenait à la fenêtre, son reflet montrant des joues striées de larmes. Coleman dit que l'homme qui a fait ça ne fera face à aucune accusation, dit Truman calmement. J'ai entendu. Amber se tourna pour lui faire face, et il vit quelque chose dans son expression qu'il avait rarement vu. Une fureur froide. Mon frère, nous devrions appeler Bruno. En 17 ans de mariage, Amber n'avait jamais suggéré de contacter son oncle pour autre chose que des cartes d'anniversaire et des invitations de mariage. Le fait qu'elle le suggère maintenant en disait long sur la compréhension tacite de la famille Moreno. Il y avait des problèmes que la loi ne pouvait pas résoudre. Et Bruno Moreno se spécialisait dans l'autre genre. Le téléphone de Truman vibra. Un message d'un numéro inconnu. Elle a refusé de passer une nuit avec moi. Mon père possède cette ville. Vous ne pouvez pas me toucher. Il le montra à Amber. Son visage pâlit, puis se durcit. Appelle-le, dit-elle. Appelle Bruno. Chapitre 3. L'Ancien Monde.
Truman passa l'appel depuis le parking de l'hôpital à 4 heures. Le numéro sonna 4 fois avant qu'une voix graveleuse ne réponde en italien. « Oncle Bruno ?» dit Truman en anglais. « C'est Truman Larson, le mari d'Amber. Je me souviens de qui tu es. » L'anglais de Bruno portait le fantôme de voyelles italiennes sous des consonnes américaines sao. « Pourquoi appelles-tu à cette heure ? Karina a été attaquée, battue sévèrement. L'homme qui a fait ça est intouchable. Des milliards en argent familial, possède la moitié de la police, et le procureur ne le touchera pas. Silence sur la ligne. Assez long pour que Truman se demande s'ils avaient été déconnectés. Puis, raconte-moi tout. Truman exposa les faits avec une précision militaire, l'agression, l'historique de Stanford Phelps, l'influence de son père, le message texte. Il parla pendant 7 minutes sans interruption. « Karina est de mon sang ?» dit Bruno quand il eut fini. « Et tu es de la famille par mariage, ce qui en fait mon affaire. J'arriverai demain soir. Ne fais rien jusqu'à ce que j'arrive. Bruno, Truman, la voix portait de l'acier maintenant. Dans mon monde, nous avons un dicton. La vengeance servie chaude ne brûle que la main qui la verse. Tu es en colère et tu devrais l'être. Mais la colère rend les hommes négligents. Attends-moi. Nous nous en occuperons de la bonne manière. » L'appel se termina. Truman retourna dans la chambre de Karina. Elle serait gardée en observation pour au moins 48 heures. Il renvoya Amber à la maison à l'aube pour se reposer, promettant qu'il resterait avec leur fille dans les heures calmes du matin. Il ouvrit son ordinateur portable et commença à rechercher Stanford Phelps. Les réseaux sociaux du jeune homme étaient un monument au privilège et au narcissisme. Des yachts en Méditerranée, des clubs exclusifs, du service de bouteilles en boîte de nuit avec des femmes différentes chaque semaine. Il avait fréquenté Princeton, mais n'avait jamais obtenu son diplôme. Au lieu de cela, il avait rejoint l'entreprise de son père dans un rôle exécutif vague qui semblait impliquer d'assister à des fêtes et des cérémonies d'inauguration. Robert Phelps était plus facile à rechercher, son profil était partout. Milliardaire autodidacte. Ou du moins c'était l'histoire. Empire immobilier construit sur un développement agressif et des connexions politiques. 3 mariages. Chaque femme plus jeune que la précédente, sa femme actuelle, la belle-mère de Stanford, était une ancienne mannequin 20 ans plus jeune. Truman creusa plus profond, utilisant des compétences et des protocoles d'accès qu'il avait maintenus de ses jours dans les renseignements. La surface était tout à fait légitime, mais dans les marges, il trouva des ombres, des procès réglés discrètement, des violations du code du bâtiment qui disparaissaient, des concurrents qui perdaient mystérieusement leur financement. Robert Phelps avait construit son empire sur la pression et la manipulation, et il avait élevé son fils à croire que les mêmes règles s'appliquaient aux gens. Coleman appela vers midi. « Je vais te dire quelque chose officieusement, et tu ne l'as pas entendu de moi ? Vas-y !» Stanford Phelps a été interrogé ce matin par courtoisie par un détective junior qui ne sait pas mieux. Le gamin a tenu 5 minutes avant que les avocats ne l'arrêtent. Mais j'ai obtenu une copie de sa déclaration. Il prétend que Karina est venue chez lui volontairement, qu'ils ont eu une rencontre consensuelle et qu'elle s'est énervée seulement quand il n'a pas voulu s'engager à financer ses causes préférées. Donc elle est devenue agressive et il a été forcé de se défendre. Elle est tombée accidentellement. Les articulations de Truman blanchirent autour du téléphone. Son avocat a aussi déposé une contre-plainte. Coleman continua, affirmant que Karina essayait d'extorquer de l'argent à Stanford par de fausses allégations et que la famille Larson devrait s'attendre à un procès en diffamation. Il va nous poursuivre. C'est une tactique de pression conçue pour vous faire taire avant que vous ne fassiez du bruit. True. Je suis désolé. Ce système s'est brisé quand il s'agit de gars comme ça. Après que Coleman eut raccroché, Truman s'assit avec cette information. Stanford n'était pas seulement confiant qu'il s'en sortirait. Il était activement à l'offensive, utilisant le système judiciaire comme arme pour menacer la famille de sa victime. Ce soir-là, Karina était plus alerte. Le gonflement de son visage avait légèrement diminué, mais les ecchymoses s'assombrissaient en teinte laide. Amber était revenue, et elles essayèrent de convaincre leur fille de manger de la soupe quand elle leva soudain les yeux. « J'ai besoin de vous dire quelque chose. » Sa voix était plus claire maintenant, déterminée. Avant qu'il ne brise mon téléphone, j'enregistrais. Truman se figea. Enregistrer quoi? Quand il a changé l'endroit, quelque chose clochait. Donc j'ai lancé l'application de mémo vocal avant d'entrer. C'était dans la poche de ma veste. Tout, lui me proposant, moi refusant, lui m'attaquant. C'est tout là. Le téléphone a été détruit, mais tout se sauvegarde dans le cloud. La main d'Amber vola à sa bouche. Tu as des preuves? Je l'ai donné à la police mon mot de passe cloud quand ils ont pris ma déclaration. Mais Coleman a dit, elle regarda son père, il a dit que ça n'importerait pas. Que les preuves se perdent
quand des gens comme Stanford sont impliqués. Truman sortit son téléphone et appela Coleman immédiatement. L'enregistrement du téléphone de Karina a-t-il été enregistré comme preuve? Je vérifie. Une pause. Non. Rien dans le système. Pourquoi? Parce qu'il existe audio complet de l'agression, sauvegardé dans son stockage cloud. La voix de Coleman baissa. True. Si je sais ça, je dois le soumettre officiellement. Et si je le soumets officiellement, il sera dans un système où ses avocats peuvent le voir et le faire supprimer avant que quiconque de pertinent ne l'entende. Ou il pourrait juste disparaître. Ne le soumets pas encore, dit Truman. Donne-moi 24 heures. Tu me demandes de retenir des preuves. Je te demande d'être stratégique sur quand et comment tu l'introduis. 24 heures, call, puis fais ce que tu dois faire. Après une autre pause, 24 heures, mais True, sois prudent. Ces gens ne jouent pas fair play. Moi non plus, dit Truman et mit fin à l'appel. Bruno Moreno arriva à l'aéroport international de Portland à 18h. Truman le récupéra seul, Amber restant à l'hôpital avec Karina. L'homme qui émergea du terminal ne ressemblait en rien au stéréotype d'un mafieux sicilien. À 72 ans, Bruno était maigre et buriné, portant un costume coûteux et portant un seul sac en cuir. Ses cheveux étaient argentés, son visage ridé par des décennies de soleil, et ses yeux sombres ne manquaient rien. Ils s'embrassèrent brièvement. « Montre-moi », dit Bruno. À l'hôpital, Bruno s'assit au chevet de Karina pendant longtemps, étudiant ses blessures avec une expression de pierre. Il prit sa main doucement, et quand il parla, sa voix était douce en italien, des mots que Truman ne comprenait pas mais reconnaissait comme une sorte de serment. Puis Bruno se tourna vers Truman. « Maintenant nous parlons, quelque part en privé ». Ils allèrent dans un dîner ouvert 24 heures près de l'hôpital. Dans un box d'angle, Bruno commanda un espresso et écouta tandis que Truman exposait tout ce qu'il avait appris sur Stanford et Robert Phelps, la corruption qui les protégeait et l'existence de l'enregistrement. Cet enregistrement, dit Bruno, c'est ton atout, mais joué à travers leur système corrompu, il sera neutralisé, nous devons l'utiliser différemment. J'écoute, tu es dans les renseignements? Oui, tu comprends le levier et les points de pression. Bruno sirota son espresso. Robert Phelps a construit un empire sur la corruption, ce qui signifie qu'il a beaucoup d'ennemis, des gens qu'il a écrasés, trompés, détruits. Ces gens veulent la vengeance mais manquent des moyens ou du courage. Nous les trouvons, nous les unissons et nous utilisons les preuves de ta fille non pas pour condamner son fils, bien que ce serait agréable, mais pour détruire l'empire du père. Quand l'empire tombe, le fils devient vulnérable. Tu parles d'une campagne coordonnée, je parle de guerre, corrigea Bruno, pas avec des armes, celles-ci sont grossières et attirent l'attention. Guerre avec l'information, avec la pression, avec la peur. Tu exposes Robert Phelps comme le criminel qu'il est. Tu fais s'effondrer sa protection politique et Stanford devient juste un autre homme violent sans bouclier. Puis, le sourire de Bruno était froid, puis nous nous occupons de lui correctement. Ça prendra du temps. Les bonnes choses en prennent. Ta fille elle a besoin de temps pour guérir. Tu as besoin de temps pour construire ton dossier. Et j'ai besoin de temps pour passer quelques appels. Bruno se pencha en avant. En Sicile, nous avons une expression, a leone meco, macari leucori, à ton ennemi, pas même le cœur, mais nous sommes patients. Nous planifions, nous attendons, et quand nous frappons une fois et complètement. Truman sentit quelque chose s'installer dans sa poitrine, un sens du but, de la direction. C'était une mission maintenant, avec des objectifs et une stratégie. De quoi as-tu besoin de moi ? Tout ce que tu peux trouver sur Robert Phelps et son entreprise. Chaque ennemi, chaque rival, chaque personne qui l'a lésé, je m'occuperai de trouver ceux avec des informations utiles et le courage de les utiliser. Tu t'occupes de l'enquête et de la collecte de renseignements. Ensemble, nous construirons un piège. Les yeux de Bruno brillèrent, et quand il se refermera, Stanford et son père regretteront d'avoir entendu le nom Larson. Chapitre 4. Alliance. Karina rentra à la maison 3 jours plus tard. Se déplaçant lentement et restant principalement dans sa chambre, Amber prit congé du collège communautaire où elle enseignait l'art, et la maison prit l'atmosphère calme et prudente d'un endroit où quelqu'un guérissait d'un traumatisme. Truman convertit son bureau à domicile en salle de guerre. Bruno avait pris une chambre dans un hôtel voisin, mais il passait ses journées à la maison, passant des appels en italien et disparaissant occasionnellement pour des réunions qu'il n'expliquait pas. Le vieil homme se déplaçait avec une énergie surprenante, son réseau de contacts s'étendant apparemment bien au-delà de la Sicile. J'ai fait des progrès,
annonça Bruno le 4e jour, étalant des documents sur le bureau de Truman. Robert Phelps s'est occupé à se faire des ennemis pendant 30 ans. J'en ai trouvé 3 qui sont prêts à aider si nous pouvons garantir leur sécurité et le succès. Le premier était Eric Ford, un ancien conseiller municipal qui s'était opposé à un projet de développement de Robert et s'était retrouvé face à des violations d'éthique fabriquées qui avaient détruit sa carrière. Le second était Harvey Moran, un entrepreneur qui avait été forcé à la faillite après que Phelps eût utilisé la pression légale pour voler le plus grand projet de son entreprise. Le troisième était Andreas Wright, un journaliste qui avait écrit un article d'enquête sur les pratiques commerciales de Phelps et avait été poursuivi jusqu'au silence. Ils ont tous des pièces de l'histoire, expliqua Bruno, mais séparément, ils manquent de preuves et de courage pour agir ensemble. Correctement orchestrés, ils deviennent dangereux. Truman avait mené sa propre enquête, utilisant des techniques affinées dans les renseignements militaires. Il avait cartographié l'empire de Robert Phelps, les sociétés écrans, les comptes offshore et un réseau complexe de relations politiques qui protégeait tout. Ce qu'il avait trouvé était une corruption étendue, des pots de vin à des fonctionnaires municipaux, des permis de construire falsifiés, l'intimidation de concurrents et une évasion fiscale systématique. La question est comment rendre ça public d'une manière qui ne peut pas être supprimée, dit Truman. Coleman Foster arriva ce soir-là, officiellement hors service. Dans la salle de guerre, il étudia les preuves que Truman avait compilées avec un œil de détective. C'est du bon travail, admit Coleman. Mieux que bon, c'est poursuivable. Mais le procureur ne le touchera pas. Marcia Cantrell est dans la poche de Phelps depuis des années. Ses 3 dernières campagnes ont été financées par son PAC, donc nous passons par-dessus sa tête, dit Bruno. Les autorités fédérales, le FBI aurait besoin d'une raison pour s'impliquer, dit Coleman. Et ils auraient au besoin de croire qu'ils ont un dossier qui ne sera pas tué par la pression politique à des niveaux supérieurs. Truman y avait pensé, et si ce n'était pas seulement sur Robert Phelps? Et si nous relions sa corruption à un schéma plus large, d'autres promoteurs, d'autres politiciens, un problème systémique que les fédéraux ne pourraient ignorer? Les yeux de Coleman se plissèrent. « Tu as besoin d'un déclencheur ? Quelque chose qui force leurs mains et en fait un cauchemar de relations publiques s'ils n'enquêtent pas. »« Un scandale » dit Bruno doucement. « Quelque chose de public qui ne peut pas être ignoré, quelque chose qui rend Robert Phelps radioactif pour ses alliés politiques, les forçant à se distancier, et dans ce moment de faiblesse, nous introduisons les preuves par des canaux qu'il ne peut pas contrôler. » Truman tourna son ordinateur portable et afficha à nouveau les réseaux sociaux de Stanford Phelps. Stanford organise une fête le week-end prochain, gala de charité annuel dans la tour du centre-ville de son père. Politicien, leader d'affaires, couverture médiatique, il poste dessus chaque année, fait tout un show d'être philanthropique. « Tu veux faire cracher sa fête ?» demanda Coleman. « Je veux en faire la dernière fête qu'il organise », dit Truman. Au cours des 5 jours suivants, ils planifièrent. Bruno contacta Eric Ford, Harvey Moran et Andreas Wright, les intégrant avec des promesses de protection et de vengeance. Coleman utilisa ses connexions pour identifier quels agents du FBI au bureau de Portland étaient dits propres et lesquels étaient potentiellement compromis par l'influence de Phelps. Truman se concentra sur Stanford. L'arrogance du jeune homme était un cadeau. Il documentait tout en ligne créant un enregistrement détaillé de ses activités. Truman identifia un schéma. Plusieurs femmes qui étaient apparues dans les photos de réseaux sociaux de Stanford et avaient ensuite disparu. Utilisant ses compétences d'enquête, il les traqua. La première était Diana Hurley, vivant maintenant à Seattle. Elle ne voulait pas parler, raccrochant quand Truman mentionna le nom de Stanford. Mais il persista, rappelant avec une approche différente. « Ma fille a été agressée par Stanford Phelps », dit-il simplement. « Je ne suis pas un reporter, je ne suis pas un flic. Je suis un père essayant de protéger mon enfant d'un homme dangereux. S'il t'a fait quelque chose aussi, j'ai besoin de savoir que je ne suis pas seul dans ça. » Après une longue pause, « Il m'a violée, il y a 2 ans. Chez lui, je suis allé à la police. J'avais des ecchymoses. J'avais un examen hospitalier. J'avais des preuves. Ses avocats m'ont fait signer un NDA et accepter un règlement. Ils ont dit que si je parlais un jour, ils m'enterreraient sous les procès. J'avais besoin de l'argent pour les factures médicales de ma mère. Donc j'ai signé « Serais-tu prête à briser ce NDA si je pouvais garantir qu'il fasse face à des conséquences ? Penses-tu vraiment pouvoir le toucher ? Sa famille possède tout. J'y travaille, mais j'ai besoin de savoir que je ne me trompe pas sur qui il est. » Diana lui donna 3 autres noms. À la fin de la semaine, Truman avait parlé à 7 femmes, 6 avaient des histoires similaires à celles de Karina. Aggression, intimidation,
NDA et règlement. L'une était au lycée quand Stanford, alors âgée de 23 ans, l'avait poursuivie à une fête. Aucune d'elles n'irait témoigner, la peur instillée par Robert Phelps était trop profonde. Mais elles fournirent des informations, des dates, des lieux, des détails qui corroboraient un schéma de comportement prédateur s'étendant sur près d'une décennie. C'est précieux, dit Coleman, relisant les notes de Truman, mais sans témoignage. Ce n'est toujours pas assez. Nous avons l'enregistrement de Karina, rappela Truman, que nous n'avons pas officiellement soumis comme preuve, ce qui signifie qu'il n'est pas légalement admissible dans aucune procédure actuelle. Bruno avait été silencieux, écoutant leur débat. Maintenant il parla. Vous pensez comme des hommes liés par leur loi. Nous ne le sommes pas. L'enregistrement n'a pas besoin d'être une preuve en cours. Il a besoin d'être entendu par le public. Truman comprit immédiatement. Une fuite? Pas encore, avertit Bruno. D'abord, nous préparons la scène. Nous préparons le champ de bataille. Le gala de charité est dans 3 jours. Nous utilisons cet événement pour créer le chaos dans le monde de Robert Phelps. Puis, au milieu de ce chaos, nous diffusons l'enregistrement par des canaux qui ne peuvent pas être supprimés. Réseaux sociaux, multiples organes de presse simultanément, directement au FBI, au moment où ses avocats réagissent. Ce sera partout. Et Stanford? Demanda Truman. Bruno sourit froidement. Pour lui, nous avons un plan différent, un qui adresse la nature personnelle de son crime. Chapitre 5. La mise en place. Le gala de charité était prévu pour vendredi soir à la Phelps Tower, un monument de verre et d'acier à la richesse de Robert, surplombant la rivière Willamette. Les billets coûtaient 8600 € par couple. Les recettes supposément allant à des œuvres de charité pour l'éducation des jeunes. Bien que la recherche d'Andreas Wright ait révélé que moins de 15% des recettes de l'année précédente avaient effectivement atteint des organisations caritatives, le plan de Truman et Bruno avait de multiples composants, chacun conçu pour converger au gala lui-même. Eric Ford, l'ancien conseiller, assisterait en tant qu'invité d'un superviseur municipal qui lui devait une faveur. Son boulot était de circuler parmi les politiciens, leur rappelant discrètement la position vulnérable de Robert Phelps si quelqu'un choisissait d'enquêter sérieusement. Harvey Moran, l'entrepreneur, avait utilisé ses contacts dans l'industrie pour découvrir que la Phelps Tower elle-même avait de sérieuses violations du code du bâtiment, des problèmes structurels qui avaient été couverts par des inspecteurs corrompus. Il avait préparé un rapport détaillé, complet avec des preuves photographiques, prêt à être livré aux départements municipaux appropriés au moment précis. Andreas Wright avait passé la semaine à contacter des journalistes en qui il avait confiance. Des gens qui avaient été brûlés par la machine Phelps auparavant et qui sauteraient sur l'occasion de sortir une vraie histoire. Il les avait préparés avec des indices d'un scandale majeur sur le point d'éclater, leur disant de surveiller les réseaux sociaux vendredi soir et s'assurant qu'ils avaient des méthodes sécurisées pour recevoir des documents fuités. Le rôle de Coleman était plus délicat. Il s'était connecté avec l'agent spécial du FBI, Brett Hayes, un spécialiste du crime organisé qui avait discrètement construit un dossier contre la corruption dans le secteur du développement immobilier de Portland. Hayes était professionnel, prudent et le plus important, pas dans la poche de Robert Phelps. Coleman l'avait briefé sur les preuves compilées par Truman, l'avertissant que quelque chose de significatif se produirait bientôt. « Je ne peux pas promettre que le bureau agira immédiatement », avait dit Hayes, « mais si vous pouvez me donner une cause probable et des preuves qui n'ont pas été compromises par la corruption locale, je les ferai parvenir à des procureurs qui les prendront au sérieux. » Bruno géra le composant le plus sensible par ses connexions, des contacts que Truman ne comprenait toujours pas pleinement. Il avait organisé des manifestants pour se rassembler dehors, au gala, pas des activistes aléatoires, mais des gens avec des griefs légitimes contre les développements de Phelps, des familles déplacées par ses projets, des travailleurs trompés, des communautés détruites par ses tactiques agressives. Plus de 200 personnes, organisées mais pacifiques, avec des pancartes et des chants qui attireraient l'attention des médias. Les optiques seront dévastatrices, expliqua Bruno, Robert Phelps organisant une fête somptueuse pendant que les gens qui la lésaient se tiennent dehors sous la pluie, les caméras de nouvelles l'adoreront, et Stanford, insista Truman. Stanford sera à la fête. Jouant le fils du Tiful, dit Bruno, il se sentira en sécurité, entouré par le pouvoir de son père. C'est là que nous frappons. La veille du gala, Truman visita Karina. Elle guérissait physiquement, les ecchymoses passant du noir au pourpre au jaune. Le gonflement de son visage diminuait, mais il voyait les ombres dans ses yeux, la façon dont elle sursautait au son inattendu.
la colère mijotant sous sa composure prudente. « Je veux aider », dit-elle quand il expliqua le plan. « Absolument pas. Tu en as assez traversé ? Papa ?» Sa voix était ferme. « Il m'a fait ça, et il l'a fait à d'autres femmes. Je ne peux pas juste me cacher dans ma chambre pendant que tu essaies de réparer. J'ai besoin d'en faire partie. » Amber apparut dans l'encadrement de la porte. « Elle a raison. Amber, je n'aime pas ça non plus. Mais Karina n'est pas une enfant. Et c'est son combat aussi. Nous ne pouvons pas la protéger en la gardant enfermée. Nous la protégeons en nous assurant que Stanford Phelps ne peut plus jamais blesser quiconque. » Truman regarda entre sa femme et sa fille, voyant la même détermination sur leurs deux visages. « Que veux-tu faire ?» demanda-t-il à Karina. « L'enregistrement. Quand vous le diffusez, je veux diffuser une déclaration avec mon nom, mon histoire, pas d'anonymat. Si d'autres femmes me voient me lever, peut-être trouveront-elles le courage de se manifester aussi. Ces avocats s'en prendront à toi ? Qu'ils essaient. » Sa mâchoire se serra de cette manière obstinée, purement Larson. « J'en ai fini d'avoir peur. » Vendredi arriva froid et pluvieux, temps typique de novembre à Portland. La Phelps Tower brillait contre le ciel sombre. Son rez-de-chaussée converti en un lieu élégant avec des fontaines de champagne et un quatuor à cordes, des limousines et des voitures de luxe déposaient des invités en robes de créateurs et costumes coûteux. Dehors, les manifestants commencèrent à se rassembler à 18h, leur nombre gonflant à plus de 300. Ils portèrent des pancartes lisant « Phelps détruit les communautés et vole notre logement ». Des équipes de nouvelles locales, averties par les contacts médiatiques d'Andreas Wright, arrivèrent pour couvrir la manifestation. Dans sa chambre d'hôtel, Bruno fit les préparations finales. Il était vêtu d'un costume impeccable, ressemblant à n'importe quel autre invité riche. Truman portait une tenue formelle similaire. Bien qu'il se sente ridicule, il préférait l'équipement tactique au smoking. « Es-tu certain de ton rôle ?» demanda Bruno. « Entrez, localisez Stanford. Gardez les yeux sur lui jusqu'au signal. Et souviens-toi, pas de violence, pas encore. Ce soir est sur la destruction de l'empire de son père. Le règlement personnel vient plus tard. » Coleman était positionné dans une voiture banalisée dehors, surveillant les fréquences policières et prêt à intervenir si les choses tournaient de mal. Eric Ford était déjà dedans. Travaillant la foule politique, Harvey Moran se tenait parmi les manifestants, prêt à diffuser son rapport sur les violations du code du bâtiment aux médias au moment du signal. À 19h30, Truman et Bruno entrèrent par les portes principales, se fondant dans la foule des donateurs riches. La sécurité était professionnelle mais minimale. Robert Phelps était assez arrogant pour croire que son argent le rendait intouchable même en public. La fête était exactement ce à quoi Truman s'attendait. Richesse excessive exposée. Des gens qui n'avaient jamais manqué un repas se félicitant d'aider les moins fortunés. Il repéra Robert Phelps près du bar, un homme épais dans la soixantaine avec des cheveux argentés et la posture confiante de quelqu'un qui n'avait jamais entendu « non ». Et là, à côté de son père, était Stanford Phelps. Le jeune homme ressemblait à une affiche de recrutement pour le privilège hérité, costume de créateur, cheveux parfaits, une flûte de champagne à la main et un sourire suffisant sur le visage. Il riait à quelque chose qu'un conseiller municipal disait. Complètement à l'aise, Truman sentit ses mains se serrer. C'était l'homme qui avait battu sa fille, qui avait envoyé ce message moqueur, qui s'en était sorti sans conséquence. Chaque instinct criait de traverser la salle et de briser ce visage suffisant, mais la main de Bruno toucha brièvement son coude. Un rappel, « Patience », murmura Bruno. « Le piège est tendu, maintenant nous le déclenchons ?» À 20h, exactement dans les temps, Andreas Wright déclencha le premier domino. De sa position dehors, le bâtiment, il envoya un message coordonné à 15 journalistes simultanément. Scandale de corruption de Phelps éclatant maintenant. Vérifiez les réseaux sociaux et vos boîtes sécurisées. Puis, il posta un thread sur les réseaux sociaux, un récit soigneusement construit sur l'empire criminel de Robert Phelps, complet avec des documents fournis par Harvey Moran, des photos de violation du bâtiment et des preuves de pots de vin à des fonctionnaires municipaux. En minutes, c'était partagé des centaines de fois. À l'intérieur du gala, les invités commencèrent à vérifier leur téléphone. Les conversations changèrent, les gens s'écartant pour prendre des appels. Truman observa le visage de Robert Phelps tandis que quelqu'un lui montrait un écran de téléphone. La confiance se fissurant, remplacée par la confusion et la colère, Stanford remarqua la réaction de son père et sortit son propre téléphone. Son expression suffisante vacilla. « Maintenant, » dit Bruno calmement, « nous ajoutons du carburant au feu. » Il hocha la tête à Eric Ford de l'autre côté de la salle. L'ancien conseiller approcha plusieurs fonctionnaires municipaux, les engagea dans ce qui semblait être une conversation agréable.
puis leur montra des documents sur sa tablette. Leurs réactions variaient du choc à la fureur. Plusieurs quittèrent immédiatement la fête, présumément pour appeler leurs avocats ou équipes de relations publiques. À 20h15, Harvey Moran diffusa son rapport sur les violations du code du bâtiment à chaque organe de presse à Portland. La Phelps Tower elle-même, ce monument étincelant au succès de Robert, était signalée comme potentiellement dangereuse, avec des déficiences structurelles qui pourraient mettre les occupants en risque. L'ironie était délicieuse. Le gala de Robert Phelps se tenait dans un bâtiment qui pourrait devoir être évacué à 20h30. La fête était en chaos, la moitié des invités étaient partis, des reporters appelaient pour des commentaires. Les manifestants dehors avaient gonflé à plus de 400, leurs chants audibles même à travers le verre épais de la tour. Robert Phelps se tenait au centre de la salle, son téléphone pressé contre l'oreille, aboyant des ordres à quelqu'un. Son visage était passé du rouge au pourpre, les veines visibles dans son cou. Autour de lui, les alliés politiques et associés d'affaires évitaient activement le contact visuel, l'équivalent social de rat fuyant un navire coulant, et Stanford avait l'air genuinement effrayé pour la première fois. Il se tenait près du bar, isolé, tandis que les gens qui riaient à ses blagues minutes plus tôt feignaient de ne pas le voir. « C'est l'heure », dit Bruno. Chapitre 6. L'étau, le téléphone de Truman vibra, un message de Coleman. FBI en route vers Phelps Tower. Ace a obtenu l'autorisation pour saisie immédiate de documents basés sur preuves de fraude. ETA, 10 minutes. Les choses bougeaient plus vite que prévu. Le piège fonctionnait presque trop bien. Bruno avait sorti son propre téléphone, naviguant vers un site privé. L'enregistrement, dit-il. Karina m'a donné la permission de l'uploader sur multiples plateformes simultanément. Une fois que j'appuie là, il ira live sur 5 plateformes de réseaux sociaux différentes, 3 chaînes YouTube et sera envoyé par email directement à 2 douzaines de journalistes. Ça ne peut pas être arrêté. Fais-le, dit Truman. Le doigt de Bruno toucha l'écran. En seconde, la voix de Karina remplit Internet. J'apprécie l'invitation. M. Phelps. Mais je ne suis pas à l'aise d'aller chez vous au lieu du restaurant. Je pense que je devrais partir. Puis la voix de Stanford. List est entitled. Ne sois pas difficile. J'offre un don très généreux. Tout ce que tu as à faire est d'être amical. Et la réponse de Karina, ferme, ce n'est pas ce que signifie la philanthropie. Je pars-ci. Ce qui suivit fut l'audio de l'agression, la voix de Stanford tournant au lait, des meubles s'écrasant, les cris de Karina pour de l'aide, son rire décontracté tandis qu'il la frappait. L'enregistrement durait 8 minutes et capturait tout. Sa confession qu'il s'attendait à du sexe en échange de son don, son affirmation que son père possédait la police, ses menaces sur ce qui arriverait si elle le signalait. C'était accablant, c'était cristallin et c'était déjà viral. Truman observa le visage de Stanford pâlir tandis que quelqu'un lui montrait un téléphone. Les mains du jeune homme tremblaient. Robert Phelps poussa à travers la foule restante, attrapa le bras de son fils et le tira vers un ascenseur privé. Mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, des agents du FBI entrèrent dans le bâtiment, Ace menant une équipe de 6, tous portant des coupe-vents bleus avec des lettres jaunes. « Robert Phelps », annonça Ace, sa voix portant à travers la salle maintenant silencieuse. « Nous avons un mandat pour saisir les dossiers relatifs aux pratiques commerciales de Phelps Development Corporation. Nous vous plaçons également sous enquête pour fraude. Corruption et racket. Vous n'avez aucune autorité. Nous avons plein d'autorités. Monsieur, la juridiction fédérale surpasse vos connexions locales. » Ace fit signe à son équipe. Sécurisez tous les ordinateurs et serveurs de fichiers dans ce bâtiment. Personne ne part jusqu'à ce que nous ayons documenté ce dont nous avons besoin. Tandis que les agents du FBI se dispersaient dans la tour, Bruno se pencha près de Truman. « L'Empire tombe. Maintenant, nous nous occupons du fils. » Mais avant qu'il ne puisse rebouger, Stanford Phelps fit quelque chose de stupide. Peut-être était-ce la panique, peut-être l'arrogance, ou peut-être juste l'instinct d'un animal acculé, mais il courut, pas vers l'ascenseur, mais vers les escaliers d'urgence, poussant les invités et renversant une fontaine de champagne dans sa hâte. « Arrêtez-le » cria Robert, mais personne ne bougea pour aider. Truman et Bruno suivirent à un rythme mesuré. La voix de Coleman vint à travers le petit écouteur que Truman portait. « J'ai les yeux sur la sortie arrière. » Il se dirige vers le garage de stationnement. Stanford surgit dans le garage souterrain, cherchant sauvagement sa voiture. Truman émergea de la cage d'escalier derrière lui, bloquant la sortie. « Stanford Phelps » dit Truman calmement. Le jeune homme se tourna et de près, Truman pouvait voir une peur genuine dans ses yeux. « Restez loin de moi. Mon père vous fera arrêter.
Vous faites intrusion où votre père est actuellement placé sous enquête fédérale. Sa protection est partie, son argent est sur le point d'être gelé, ses avocats sont occupés à se sauver eux-mêmes. Truman fit un pas en avant, ce qui signifie que tu es tout seul. Je n'ai rien fait à ta fille. Elle voulait... Finis cette phrase, dit Truman très doucement, et je te casserai la mâchoire. Nous savons tous les deux ce que tu as fait, tout comme les 7 autres femmes que j'ai trouvées, tout comme tous ceux qui ont entendu cet enregistrement maintenant. Et crois-moi, des millions l'ont entendu. La bravade de Stanford s'effondra complètement. Que veux-tu? La justice? Je paierai? Mon père paiera? Ton père est ruiné d'ici le matin. Le FBI saisit ses actifs, la ville ferme ses bâtiments, ses alliés politiques fuient si vite qu'ils laissent des traces de dérapage. Il n'y a pas d'argent venant te sauver? Bruno émergea d'une autre cage d'escalier, coupant l'autre route d'échappement de Stanford. En Sicile, dit le vieil homme conversationnellement, quand un homme blesse une fille de notre famille, il n'y a qu'une réponse acceptable. C'est très vieux jeu, très permanent. Les jambes de Stanford fléchirent réellement. S'il vous plaît, je suis désolé. J'ai fait une erreur. Tu as fait beaucoup d'erreurs, dit Bruno. La première était de croire que tu étais intouchable. La seconde était d'envoyer ce message texte arrogant à un père qui aime sa fille. La troisième était d'exister dans un monde où des hommes comme moi existent encore. La voix de Coleman dans l'oreille de Truman. True. J'ai 2 unités de la police de Portland répondant à la tour. Quelqu'un a appelé pour un trouble. Tu dois dégager avant qu'il n'arrive et complique les choses. Mais Truman n'avait pas fini. Sais-tu ce que fait ma fille en ce moment pendant que tu te recroquevilles dans ce garage? Elle se prépare à témoigner, à aller au dossier, à mettre son nom et son visage à ce que tu as fait, pour que chaque autre femme que tu as blessée sache qu'elle n'est pas seule. C'est du courage. Stanford, du vrai courage. Quelque chose que tu ne comprendras jamais. Je confesserai, dit Stanford désespérément. Je me rendrai, je plaiderai coupable. Juste Ne quoi? Demanda Truman. Ne te blesse pas? Ne te fais pas facing des conséquences. Tu vas facing des conséquences? Stanford, légal. Sociales, personnel. La question est à quel point tu souffriras avant de le faire. Bruno produisit un téléphone et montra l'écran à Stanford. Un article de nouvelles déjà posté, montrant son visage à côté de titres sur des allégations d'agression et de viol. Ton nom est ruiné. Ta vie est, telle que tu la connaissais, est finie. La question est si tu survivras assez longtemps pour voir l'intérieur d'une cellule de prison. C'est alors que Stanford craqua complètement, tombant à genoux dans le garage en béton, pleurant. Truman ne sentit aucune satisfaction en le regardant, seulement un calcul froid. Cet homme avait blessé sa fille, et ce moment de peur n'était que le début de ce qu'il paierait. « Allons-y, » dit Truman à Bruno. « Il ne vaut pas plus de notre temps ?» Ils laissèrent Stanford sanglotant dans le garage de stationnement. Au moment où la police de Portland arriva, il était toujours là, incohérent et brisé. Coleman dit plus tard à Truman que Stanford avait été pris en garde à vue, pas arrêté, mais en garde protectrice parce qu'il était une menace active pour lui-même. Le lendemain matin, la nouvelle était partout. L'empire de Robert Phelps s'effondrait, les enquêtes fédérales s'élargissaient et Stanford Phelps faisait face à des accusations potentielles pour multiples agressions. L'enregistrement avait été joué sur chaque grand organe de presse, la déclaration de Karina avait été lue par des millions, et 3 autres femmes s'étaient de manifester avec leurs propres histoires. Mais pour Truman, regardant les nouvelles avec Amber et Karina dans leur salon, ce n'était toujours pas assez. Le système judiciaire bougeait. Oui, la justice pourrait être servie par les tribunaux et les avocats et les procès. Mais le règlement personnel, le vrai prix pour ce que Stanford avait fait, était toujours impayé. Bruno semblait lire ses pensées. « Patience », dit le vieil homme. « Le piège s'est fermé. Maintenant vient la partie finale, celle où nous nous assurons que ça finit correctement. » Chapitre 7. La faiblesse révélée. Le week-end après le gala fut le chaos à travers Portland. L'arrestation de Robert Phelps fit les nouvelles nationales. Le FBI avait trouvé des preuves de fraude massive, de blanchiment d'argent et de conspiration pour corruption. Ses actifs étaient gelés, ses bâtiments scellés, et ses alliés politiques te trébuchaient les uns sur les autres pour retourner les contributions de campagne et supprimer de vieilles photos. Stanford Phelps, pendant ce temps, avait été formellement accusé d'agression et détenu sous caution de 430 000 €, un montant que son père ne pouvait plus payer. Le jeune homme était assis en prison du comté et, selon les sources de Coleman, ne gérait pas bien le confinement. Il est en garde protectrice, séparé de la population générale, rapporta Coleman, pour sa propre sécurité. « Bien », dit Karina froidement. Elle se renforçait chaque jour,
ses ecchymoses s'estompant, et sa colonne se redressant avec détermination, elle avait fait une interview télévisée, parlant clairement et calmement de son agression, et la réponse avait été écrasante. Le soutien affluait de tout le pays, avec des offres d'assistance légale et de ressources de counseling. Plus important, 8 femmes supplémentaires s'étaient manifestées avec des allégations contre Stanford, remontant à ses années d'université. Le procureur n'a pas le choix que de poursuivre agressivement maintenant, dit Coleman. Marcia Cantrell essaie de sauver sa carrière en jetant Stanford sous le bus. Elle parle de chercher les sentences maximales sur tous les chefs, mais quelque chose tracassait Truman. Le système judiciaire fonctionnait. Oui, Stanford passerait probablement des années en prison. L'empire de Robert était détruit. La justice, par des mesures conventionnelles, était servie. Alors pourquoi cela semblait-il encore incomplet ? Bruno avait été silencieux, passant ses journées à passer des appels et à rencontrer des contacts dont il ne partageait jamais les noms. Lundi soir, il demanda une réunion privée avec Truman à son hôtel. Le garçon ira en prison. Ted Bruno, versant du whisky à tous les deux du minibar, probablement 8 à 12 ans avec bonne conduite. Il survivra. Des hommes comme lui le font souvent. Protégé même en prison par ses connexions familiales restantes, il sera humilié, certainement, brisé peut-être, mais vivant et libre éventuellement. Tu dis que ce n'est pas assez. Je dis que tu as un choix. Bruno s'assit en face de lui. Le système judiciaire délivrera sa version de la justice. Pour beaucoup de gens, ce serait suffisant, mais dans mon monde, nous comprenons que certains crimes requièrent une réponse plus permanente. Tu parles de meurtre ? Je parle d'assurer qu'il ne blesse plus jamais une autre femme. Jamais. Les yeux de Bruno étaient instables. En Sicile, quand un homme commet un acte impardonnable contre une famille, il n'y a pas de demi-mesure, pas de compter sur des commissions de libération conditionnelle ou de réhabilitation. Il n'y a que la finalité. Truman fixa son whisky. Il avait tué des hommes avant, au combat, dans le cadre de son service militaire, mais c'était différent. C'était prémédité, c'était la vengeance, pas la guerre. J'ai besoin d'y penser, dit Truman. Bien sûr, mais pense vite. Il est vulnérable maintenant. En garde à vue, son père incapable de le protéger. Cette fenêtre ne restera pas ouverte pour toujours. Cette nuit-là, Truman resta éveillé à côté d'Amber, luttant avec la question. Il avait passé 20 ans à servir son pays, croyant en la justice et la loi et l'ordre. Il avait quitté cette vie pour être un bon mari, un bon père, un bon citoyen, prendre la loi en ses mains, prendre une vie de sang-froid, était franchir une ligne qu'il n'avait jamais imaginé franchir. Mais quand il fermait les yeux, il voyait le visage brisé de Karina dans ce lit d'hôpital. Il entendait la voix de Stanford sur cet enregistrement, riant tandis qu'il agressait une femme sans défense. Il se rappelait ce message texte. « Vous ne pouvez pas me toucher. La loi punirait Stanford, mais protégerait-elle la prochaine femme qui croiserait son chemin dans une décennie, quand il serait libéré sur parole? L'empêcherait-elle de blesser la fille de quelqu'un d'autre ?» Mercredi matin apporta des nouvelles qui compliquaient tout. Andreas Wright appela Truman directement. « Tu dois voir ça. Le journaliste avait découvert quelque chose de nouveau. » Des preuves que Robert Phelps avait discrètement liquidé des actifs offshore malgré les ordres de saisie du FBI. De l'argent avait été déplacé vers des comptes en Suisse et aux îles Caïmans. Plus de 172 millions d'euros que les enquêteurs fédéraux ne connaissaient pas. Il se prépare à fuir, expliqua Andreas, et s'il fuit, il emporte le fonds de défense de Stanford avec lui. Il y a des rumeurs d'un accord en négociation. Robert pourrait balancer ses co-conspirateurs politiques en échange de charges réduites et de protection de témoins. Si ça arrive, Stanford pourrait s'en sortir sur une technicité double jeopardy, fruit de l'arbre empoisonné, quelque chose que ses avocats déposent déjà des motions. Truman sentit de la glace dans ses veines. À quel point c'est possible? C'est le système fédéral. Des choses étranges arrivent. Et Robert Phelps a des informations qui pourraient détruire des dizaines de personnes puissantes dès s'il offre de parler. Les procureurs pourraient prioriser ça plutôt que de mettre son fils away. Cet après-midi, Coleman les confirma. Il y a des discussions d'un accord. Robert a des preuves de corruption remontant au niveau de l'État, gouverneur, sénateur, contractants fédéraux. Le FBI veut ces informations plus qu'ils ne veulent la condamnation de Stanford. Je suis désolé? True. C'est de la politique. Karina trouva Truman dans son bureau ce soir-là, fixant le vide. « Papa, ça va? Comment te sens-tu à l'idée que Stanford pourrait ne pas aller en prison ?» Elle fut silencieuse un long moment. « Je serais en colère, mais je survivrai parce qu'au moins sa vie est détruite. Au moins, tout le monde sait ce qu'il a fait. Et s'il se reconstruisait? Et s'il changeait de nom?
aller ailleurs, et dans 10 ans, il blesse des femmes à nouveau. Karina s'assit à côté de lui. Alors je veux que quelqu'un l'arrête définitivement. Karina, je sais ce que toi et oncle Bruno discutaient. Maman me l'a dit, et je sais que tu luttes avec ça parce que tu es un bonhomme. Elle prit sa main. Mais papa, parfois les bons hommes doivent te faire des choses dures pour protéger les gens des mauvais hommes. C'est ce que tu faisais dans l'armée. Non. Faire des choix durs pour que d'autres soient en sécurité. C'était la guerre. C'est différent. Stanford Phelps est un prédateur. Il a blessé au moins 9 femmes que nous connaissons. Probablement plus si le système judiciaire le laisse partir. Que se passe-t-il pour la prochaine femme? Que se passe-t-il pour son père? Il se tiendra où tu es maintenant, se demandant s'il aurait dû faire plus pour l'arrêter. Truman regarda sa fille, sa brave, brillante et endommagée fille, et vit le poids de la vérité dans ses yeux. Elle ne lui demandait pas de tuer pour la vengeance, elle lui demandait de tuer pour prévenir de futures armes. La différence était subtile, mais significative. J'y penserai, dit-il calmement. Cette nuit-là, il prit sa décision. Chapitre 8. Le mouvement final. Le plan de Bruno était simple et élégant. Le genre de choses que seul un homme avec des décennies d'expérience en violence pouvait concevoir. Stanford est en garde protectrice, séparé des autres détenus, mais chaque prisonnier a accès à l'infirmerie et chaque infirmerie a des angles morts. « Tu as quelqu'un dedans ?» demanda Truman. « J'ai quelqu'un qui a quelqu'un dedans ?» La chaîne est assez courte pour être fiable, assez longue pour avoir de la dénégation plausible, mais tu dois être certain. Truman, une fois que nous faisons ça, il n'y a pas de retour en arrière. Es-tu certain? Truman pensa au visage meurtri de Karina, il pensa aux 8 autres femmes et au nombre inconnu qui étaient trop effrayés pour se manifester. Il pensa au sourire suffisant de Stanford à ce gars-là et à la certitude arrogante de son père que l'argent pouvait acheter n'importe quoi, même l'immunité aux conséquences. Et il pensa au fait que le système judiciaire, le système en lequel il avait passé sa vie à croire, se préparait à laisser un violeur en série s'en sortir libre. Parce que son père avait des informations précieuses, je suis certain, dit Truman. Mais j'ai des conditions, nomme-les. Ça doit ressembler naturel ou accidentel, pas de meurtre style exécution qui lance une enquête. Et je veux être là, je veux voir ça arriver. Bruno l'étudia un long moment. Ça te changera? Voir un homme mourir, même un homme qui le mérite, est différent de prendre la décision « Es-tu préparé pour ça ?» J'ai vu des hommes mourir avant. Pas comme ça. Au combat, la mort vient vite avec l'adrénaline et le chaos. Ça sera lent et délibéré. Tu auras le temps de penser, le temps de douter, le temps de regretter. Et tu ne peux montrer rien de ça. Tu dois le regarder mourir et ne rien sentir. Ne rien montrer, parce que toute fissure dans ton contrôle est un risque pour nous tous. Je comprends? Alors nous procédons. Mais Truman, après ça, tu ne peux jamais revenir en arrière. Il n'y a pas de version de toi qui existe après ce moment qui n'a pas participé à un meurtre. Tu dois accepter ça? Truman y avait pensé pendant 3 jours. Il avait examiné sa conscience, ses valeurs, son identité. Il s'était demandé s'il pouvait vivre avec l'alternative. Stanford vivant, potentiellement libre, potentiellement blessant plus de femmes, et il trouva qu'il ne pouvait pas. Certains hommes ont besoin d'être tués. Son sergent instructeur avait dit ça une fois il y a des années, discutant d'ennemis combattants. Ça avait semblé dur alors. Maintenant, ça semblait une simple vérité. J'accepte, dit Truman. Quand? Demain soir, l'infirmerie a une couverture de carte tardive qui est sympathique à notre cause. Stanford s'est plaint de douleurs thoraciques, stress de son incarcération. Il sera déplacé à l'infirmerie pour observation. Il y aura une fenêtre d'environ 30 minutes quand certaines caméras de sécurité subissent une maintenance routine. Pendant cette fenêtre, il souffrira d'une urgence médicale, une crise cardiaque, très soudaine, très fatale. La cause officielle sera une condition cardiaque non diagnostiquée, exacerbée par le stress. Il est jeune, mais ça arrive. Comment j'entre dedans? Tu n'entres pas. Nous avons un flux caméra qui te montrera tout. Tu regarderas depuis un endroit sécurisé, et quand c'est fait, tu confirmeras qu'il est mort. Puis nous partons tous et n'en parlons plus jamais. Ça semblait faux à Truman. S'il allait ordonner la mort d'un homme, il devrait avoir le courage de la témoin directement, d'assumer ce qu'il avait fait. Mais Bruno avait raison sur les préoccupations pratiques. Sa présence physique sur la scène de crime serait un risque inutile. « Montre-moi le flux », dit Truman. Bruno produisit un ordinateur portable et ouvrit un programme encrypté. L'écran montrait une vue granuleuse, en noir et blanc d'une petite chambre d'infirmerie, un lit, équipement médical basique, une seule porte. C'est la chambre. Demain soir,
Stanford sera dans ce lit et il n'en partira pas. Le jour suivant fut surréaliste. Truman passa par l'émotion normale, petit déjeuner avec Amber et Karina, une réunion client par appel vidéo, paperasse pour son entreprise de consulting en sécurité, mais tout ça semblait distant, comme s'il regardait quelqu'un d'autre vivre sa vie. Coleman appela vers midi. Les procureurs ont offert un accord à Robert Phelps ce matin, pleine coopération en échange de charges réduites et protection de témoins. Ça arrive, true. L'équipe de défense de Stanford dépose déjà des motions pour supprimer les preuves OUA, affirmant que c'est fruit d'une enquête illégale. Il pourrait vraiment le faire sortir. Merci de me le faire savoir, dit Truman. Sa voix stable. À 20 heures, il conduisit à une unité de stockage en périphérie de la ville. Bruno était déjà là, avec 2 hommes que Truman n'avait jamais vus, tous 2 d'âge moyen, tous 2 avec les yeux prudents de gens qui avaient le fait de la violence professionnellement. Personne n'offrit de nom, personne ne serra de main. Bruno installa un ordinateur portable sur une table pliante. Le flux est live. Stanford a été transféré à l'infirmerie il y a 20 minutes, se plaignant de douleurs thoraciques et de difficultés à respirer. Le docteur de garde l'a examiné, n'a rien trouvé de mal, mais l'a admis pour observation. L'infirmière de nuit vient de commencer son quart. Elle est des nôtres. Elle s'assurera que personne d'autre n'entre dans cette chambre. L'écran montrait Stanford allongé dans le lit d'infirmerie. L'air pâle et effrayé. Bien, pensa Truman. Qu'il soit effrayé, qu'il sache ce que c'est d'être impuissant. Comment ça arrive ? Demanda Truman. Un des hommes silencieux parla pour la première fois. Injection de chlorure de potassium cause un arrêt cardiaque immédiat. Quand administré correctement, c'est presque indétectable dans une autopsie routine, combiné avec son anxiété documentée et situation de haut stress. La cause de la mort sera listée comme insuffisance cardiaque. Cause naturelle, qui l'administre ? L'infirmière. Elle entrera à 22 heures pour vérifier ses signes vitaux. Elle l'injectera dans sa ligne canaux. Il sera mort en 90 secondes. Elle attendra 5 minutes, puis découvrira le corps et appellera à l'aide. Au moment où quiconque répond, ce sera trop tard. L'histoire officielle est qu'il est mort soudainement d'une condition cardiaque que personne ne connaissait. Truman regarda l'écran. Stanford était seul dans cette chambre, probablement terrifié, probablement priant que son père le sauve d'une manière ou d'une autre. Mais Robert Phelps était en garde fédérale, son empire détruit, son pouvoir parti. Stanford était vraiment seul pour la première fois de sa vie. Les minutes rampaient. Bruno offrit du whisky. Truman déclina. Sa tête avait besoin d'être claire pour ça. Il avait besoin de se souvenir de chaque moment, pour assumer ce qu'il faisait, pour accepter le poids. À 21h58, une infirmière entra dans le cadre, une femme en tenue médicale qui se déplaça efficacement autour de la chambre, vérifiant les moniteurs et ajustant l'IV de Stanford. Stanford lui parla. Le flux n'avait pas d'audio, mais son langage corporel était suppliant, l'expression de l'infirmière était professionnellement neutre. Elle produisit une seringue de sa poche, la vérifia soigneusement et approcha la ligne 4. C'était ça, le moment où Truman pouvait encore l'arrêter. Il pouvait crier, dire à Bruno d'annuler, laisser le système judiciaire gérer les choses comme il le ferait. Il pouvait préserver la version de lui-même qui n'avait jamais ordonné la mort d'un homme, mais alors il pensa aux mots de Karina. Que se passe-t-il pour la prochaine femme ? L'infirmière inséra la seringue dans le port-caire. Le corps de Stanford se raidit, son dos s'arqua du lit, main serrant sa poitrine. Sa bouche s'ouvrit en ce qui devait être un cri, bien que le flux silencieux le prive de son. Il se débattit pendant peut-être 30 secondes, puis devint immobile. L'infirmière regarda impassiblement, vérifiant sa montre. Après 1 minute, elle vérifia son pouls, puis ses pupilles. Puis, elle marcha calmement vers la porte et quitta la chambre. Truman regarda le corps de Stanford 1 autre minute, attendant un signe de vie, un mouvement. Rien. Stanford Phelps était mort. « C'est fait !» dit Bruno calmement. Un des hommes silencieux ferma l'ordinateur portable et commença à démonter l'installation. En 5 minutes, l'unité de stockage était vide, sauf pour Truman et Bruno. « Comment te sens-tu » demanda Bruno. « Rien » dit Truman, et réalisa que c'était vrai. Il s'attendait à de la culpabilité, du regret, de l'horreur, quelque chose, mais regarder Stanford mourir avait semblé comme regarder un problème se résoudre lui-même. Froid, mécanique, nécessaire. C'est bien, dit Bruno, la culpabilité vient plus tard. Peut-être, ou peut-être pas. Certains hommes sont faits pour ce genre de travail, et ils ne regrettent jamais ce qui doit être fait. Le temps dira de quel genre tu es. Ils rentrèrent en ville séparément. Truman arriva à la maison à minuit.
Amber était encore éveillée, assise dans le salon avec un livre qu'elle ne lisait pas. « Est-ce fait ?» demanda-t-elle. « Oui. » Elle hocha lentement la tête. « Je ne vais pas demander de détails. Je ne vais pas juger. Mais, Truman, promets-moi que c'était la dernière fois. Promets-moi que nous ne devenons pas des gens qui résolvent les problèmes de cette façon. »« Je promets, » dit-il et le pensait. Il avait franchi une ligne ce soir, mais il n'en ferait pas une habitude. C'était une exception, une réponse spécifique à une menace spécifique. Pas une nouvelle façon de vivre. Amber l'embrassa, et ils se tinrent ensemble dans la maison calme, se serrant l'un contre l'autre contre l'obscurité qu'ils avaient invitée. Chapitre 9, conséquences, la nouvelle éclata à 6 heures. Stanford Phelps était mort d'un arrêt cardiaque soudain pendant sa garde à vue. Le médecin légiste du comté statua cause naturelle, probablement liée à une condition cardiaque non diagnostiquée exacerbée par le stress de l'incarcération. Une enquête fut ouverte, mais les findings préliminaires ne montraient aucun signe de jeu déloyal. Robert Phelps, depuis sa propre cellule fédérale, se serait effondré en entendant la nouvelle. Son accord avec les procureurs avança quand même. Il avait trop d'informations précieuses sur trop de personnes puissantes. Il passerait 10 ans en sécurité minimale puis disparaîtrait en protection de témoins. Son empire partit, mais sa vie préservée. Certains pourraient appeler ça injustice. Truman l'appelait dommages collatéraux acceptables. Le père avait perdu tout ce qui comptait, son legs, sa réputation, son fils unique. Qu'il vive avec ça, la semaine suivante apporta une cascade de révélations. Le témoignage de Robert impliqua 32 fonctionnaires publics dans des schémas de corruption s'étendant sur 15 ans. Le maire démissionna. Le procureur fut inculpé et la gouverneure de l'Oregon annonça qu'elle ne chercherait pas la réélection. Les retombées remodèleraient la politique de Portland pour une génération. Pour la famille Larson, la vie revint lentement à quelque chose ressemblant à la normale. Karina continua sa guérison, assistant à la thérapie. Et trouvant de la force dans le travail de défense des survivants, elle était devenue une voix pour les femmes qui avaient été réduites au silence par des hommes puissants, parlant dans des universités et des audiences législatives sur le besoin de réforme du système judiciaire. « Je pense que je veux aller en école de droit », dit-elle à Truman un matin au petit déjeuner. « Je veux être le genre d'avocat qui se bat pour des gens comme moi, qui s'assure que des hommes comme Stanford ne s'en sortent pas avec ce qu'ils font. »« Tu serais brillante là-dedans ?» dit Truman. La fierté épaisse dans sa voix, Amber revint à l'enseignement, trouvant du réconfort à créer de la beauté avec l'argile et à aider les étudiants à découvrir leur propre voie artistique. Elle ne demanda jamais à Truman de détails sur ce qui s'était passé dans cette unité de stockage, et il ne les offrit jamais. Certaines choses étaient de mieux laisser non dites entre des gens qui s'aimaient, et Coleman Foster fut promu sergent détective. Son rôle dans l'exposition de la corruption Phelps, lui valant des commendations. Lui et Truman se rencontraient encore pour le café chaque vendredi, parlant de sport et de famille et de tout, sauf la nuit où Stanford mourut. Bruno Moreno resta à Portland une autre semaine, assez longtemps pour s'assurer qu'aucune enquête sur la mort de Stanford ne gagne de traction. Puis, un soir, il apparut à la maison Larson avec son sac en cuir emballé. « Je retourne en Sicile demain », annonça-t-il. « Les affaires ici sont finies. » Karina l'embrassa soigneusement. Ses côtes guérissaient encore. « Merci. Oncle Bruno, pour tout, la famille est tout, dit Bruno simplement. Ne l'oublie jamais, à la porte. Bruno prit Truman à part. Tu as bien fait, le garçon est parti. Le père est détruit. Et la justice, la vraie justice, a été servie. Mais Truman, souviens-toi de ce que je t'ai dit. Ce genre de travail change un homme. Surveille-toi attentivement. Assure-toi que l'obscurité que tu as invitée ne s'installe pas. Je le ferai, promit Truman. Bruno l'étudia un moment, puis hocha la tête. « Tu es plus fort que la plupart. Tu iras bien, mais si tu as besoin de conseils, si le poids devient trop lourd, appelle-moi. Certains fardeaux ne devraient pas être portés seuls. » Après le départ de Bruno, Truman se tint sur son porche dans la soirée fraîche de novembre, regardant la rue suburbaine calme où sa famille avait construit sa vie. Rien ne semblait différent, même maison, même réverbère, même normalité, mais il était différent. Il avait marché en dehors des limites de la loi et de l'ordre, avait pris la justice en ses mains, avait ordonné la mort d'un homme, et il ne le regrettait pas, ça aurait dû le troubler plus que ça ne le faisait. Mais quand il pensait à Stanford Phelps, il ne sentait que de la satisfaction. Un prédateur avait été retiré du monde, les femmes étaient plus en sécurité pour ça. Sa fille pouvait guérir, sachant que son agresseur ne blesserait plus jamais quiconque. Si ça faisait de lui un monstre, il pouvait vivre en étant un monstre. 3 mois plus tard, en février,
Truman était assis dans son bureau revoyant une vérification de casier corporate routine quand son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. « Merci ». C'était de Diana Hurley, la femme à Seattle qui avait été agressée par Stanford 2 ans plus tôt. Elle envoya un lien vers un article de nouvelles sur un fonds de bourse établi en mémoire de Stanford, financé par des règlements de plusieurs des femmes qui l'avaient agressée, qui s'étaient unies pour soutenir les survivantes de violences sexuelles. « Nous transformons sa mort en quelque chose de positif », écrivit Diana, assurant que du bien sorte de toute la douleur. « Je ne sais pas exactement ce qui lui est arrivé dans cette cellule de prison, mais je sais que tu étais impliqué d'une manière ou d'une autre. Donc merci de nous avoir cru, de protéger d'autres femmes, de faire ce que la loi ne ferait pas. » Truman effaça le message immédiatement. Pas d'enregistrement, pas de traces, mais il se permit un petit sourire. L'obscurité qui l'avait invité n'avait pas fait sa maison. Elle avait simplement éliminé une menace et puis parti, laissant sa famille en sécurité et sa conscience claire. Ce soir-là, il trouva Amber dans son atelier travaillant sur une nouvelle pièce, une série de vases représentant la force émergente de la brisure. Elle leva les yeux quand il entra, de l'argile sur les mains et la paix dans son expression. « Comment était ta journée ?» demanda-t-elle. « Bonne, » dit-il. « Travail client routine, rien d'excitant. C'est bien, l'ennui est bien. » Ils étaient devenus experts en conversation normale et en maintenant la surface de leur vie, tout en portant le poids de ce qu'ils avaient fait en dessous. C'était son propre genre de courage, pensa Truman. Le courage de vivre avec des vérités difficiles et de trouver encore de la joie dans des moments ordinaires. Karina était en haut étudiant pour son LSAT, son avenir prenant forme dans les suites de son traumatisme. Elle était plus forte maintenant, son esprit intact malgré tout ce que Stanford avait essayé de briser. Elle guérirait et elle prospérerait et elle aiderait d'autres femmes à faire de même. Et Stanford Phelps était parti, pas par le système judiciaire, pas par les roues lentes de la justice, mais par les anciennes façons, la famille défendant la famille, les forts protégeant les faibles, les hommes mauvais fassing des conséquences qu'ils pensaient avoir échappé. Bruno avait eu raison, c'était très vieux jeu, très permanent et très nécessaire. Truman marcha à travers sa maison, écoutant la musique d'Amber jouant doucement de l'atelier, entendant la voix de Karina tandis qu'elle lisait des questions de pratique à voix haute pour elle-même, sentant la chaleur de la vie qu'ils avaient construite ensemble. C'était pour ça qu'ils s'étaient battus, c'était ce qu'ils protégeaient, et il le referait en un battement de cœur s'il le devait. Mais il espérait, profondément, sincèrement espérait qu'il n'aurait jamais à le faire. Un voyage dans cette obscurité était assez pour n'importe quel homme. Il avait vu de quoi il était capable quand sa famille était menacée, avait appris que ses lignes morales étaient moins fixes qu'il ne le croyait. Cette connaissance resterait avec lui pour toujours. Une ombre dans son esprit qui ne pourrait jamais être pleinement bannie, mais les ombres servent un but. Elles vous rappellent où est la lumière et ce qui vaut la peine d'être protégé. Et tandis que Truman se tenait dans sa maison, entouré des gens qu'il aimait le plus au monde, il savait qu'il avait fait le bon choix. Certains hommes ont besoin d'être tués, et certains pères aiment leurs filles assez pour devenir les hommes qui font ce qui doit être fait. Le monde est plus sûr pour ça, et la famille Larson est entière. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps précieux. Si vous avez aimé cette histoire, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. Ça m'aiderait beaucoup. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai là-bas. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps précieux. Si vous avez aimé cette histoire, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. Ça m'aiderait beaucoup. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai là-bas. I've known someone who spelled it that way, and they were like, it's not Oliver, it's not Oliver, it's Olivier. And I was like, oh, okay. You said bang? How do you pronounce your name? I'm curious now. What was I? Oh! This person said, 14-year-old OCD haver here. My question was, any advice on how to live with mentally taxing parents, and should I cut contact? I'm confused because I assumed that the OCD part would be related, but it's not really related, so I'm confused. Like, you know what I mean? I'm sorry, I shouldn't have said anything. I was just thinking, like, if I'd rather you say something than nothing. 1,000,000%. But if you can, try to be a little more precise about, oh God, I'm sorry.
of, like, just saying, like, I don't know. Anyways, how to live with mentally taxing parents. Should you cut contact? If you're 14, you can't really cut contact. But play it by ear. Get a therapist, talk to a counselor, talk to a professional. You're the David guy who typed that message before. Oliver is my surname. Oh. That's funny. But you're 14. Take your time. Stay critical, but trust the process. Not like the system. Don't trust the system, but like you are going to be okay. And don't make huge decisions yet. Don't be too hard on yourself. Don't be anything. You know what I mean? Dude, David Belt, freshman, sophomore year. #1 op. For no reason but my own. This is I want to keep things a little lighthearted for a sec. So I will go on an anecdote. David Belt. I will not play the audio because this guy, he recorded me and our friends presentation, moans halfway through in the video, and so I kept it and I sent it to him constantly. I don't know why he did that. Also, one time he was okay, this is wildly inappropriate. I'm not going to do this. He was just a strange human being. #1 op, very good friend of mine at the time. Just because I don't know him anymore. Is it okay to be 22 and never had a girlfriend or kiss? I'm chill with everyone and everyone is chill with me, but nothing. Yeah, it's okay. Everyone's at different paces. I knew people in 6th grade who were like, yeah, I made out with him behind the Target. And they were probably lying. But you were clearly not alone. There were other people in the chat who were like, I'm 24 and I've never had a girlfriend. I'm 20 million years. I don't know. Thank you for the subs, Oliver. Or David. Thank you for the subs, David. Izzy. This is a mental health stream. Let me focus. Just wondering why, like, always whenever a parent says something like that, they're always wrong. Not saying they're right, but you never know, like, what stress they have, and the heat of the moment can cause people to say things they don't mean. I'm confused. I am going to reply as if you're asking why I think they're always wrong whenever they say something. Whenever they yell at their kid. I